Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 10, consacrée aujourd'hui à la question du rôle et de la place des salles de cinéma. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, pratiquez les gestes de barrière et de distanciation physique, pratiquez aussi surtout la proximité cinéphile. Et enfin, exercez votre vigilance démocratique pour n'être ni infantilisé, ni transformé en esclave consentant. L'humain d'abord, c'est le titre générique de cette chronique. Et la salle de cinéma concerne l'humain. Car la salle de cinéma, c'est un lien social qui est extraordinairement précieux, indispensable pour lutter contre l'individualisation des rapports sociaux. On a une tendance aujourd'hui, peut-être délibérée, peut-être inconsciente. Il appartiendra à chacun de tirer les leçons par soi-même, par lui-même. Il y a une tendance à faire en sorte que les gens, plutôt que d'être des citoyens, soient des consuméristes, qui s'empiffrent, qui consomment quantitativement pour éviter d'avoir à réfléchir. Et ça, évidemment, c'est la plus grande des catastrophes. La citoyenneté remplacée par le consumérisme et les consuméristes. Et alors, donc, ça donne des sociétés irresponsables et crétinisé. Et c'est pour ça que la salle de cinéma est un moyen de lutter contre cela, puisque c'est le spectacle convivialement partagé. C'est l'émotion et la réflexion, car le cinéma c'est de l'émotion et de la réflexion en même temps, convivialement partagé par un groupe de gens qui se réunissent exprès pour être ensemble, dans une agora, entourée du parfum de la salle noire et avec projection sur un grand écran blanc. Voilà, ça c'est la magie du cinéma. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que mener une réflexion, d'abord, paradoxalement, il faut savoir que la salle de cinéma n'accompagne pas l'origine du cinéma. L'origine de la première projection publique, on le sait, c'est le 28 décembre 1895 dans le salon indien du Café de Paris, où les frères Lumière, qui ont fait une découverte, qui ont créé une invention qui s'appelle le cinématographe, eh bien, invitent des gens à venir dans ce salon indien du Café de Paris, tout près de l'Opéra, n'est-ce pas, à regarder la projection de films. Et d'après la légende, on dit que quand il y a eu l'entrée du train en gare de La Ciotat, eh bien, des spectateurs présents se seraient enfuis au moment où la caméra avance, n'est-ce pas, parce qu'ils auraient eu peur. Je pense que c'est plus une légende qu'autre chose, mais enfin, il y a une immense fascination. Et à partir de là, il va y avoir une diffusion des projections filmiques très rapidement, augmentée de jour en jour, un peu partout dans le monde. Dans toutes les grandes villes, eh bien, il y a des opérateurs des Frères Lumière qui, d'une part, filment et le soir montrent les images qu'ils ont filmées. Et c'est une façon d'inviter les gens le soir à venir participer à une cérémonie d'autocontemplation. Et même, pour des raisons parfois un peu commerciales, certains opérateurs tournaient à vide, faisaient semblant de prendre des images pour que les gens viennent en espérant pouvoir se voir sur l'écran. Voilà. Qui était le plus souvent un drap tendu voilà, dans un restaurant ou dans un lieu une brasserie ou un café. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la salle de cinéma n'existera qu'à partir de 1907. C'est une invention française
qui a été réalisé par un commerçant qui s'appelle Charles Pathé, qui avait notamment fait fortune dans les colonies et qui invente le principe de la salle de cinéma. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que donc 1895-1907, ça fait 12 ans après la première projection filmique payante que apparaissent les premières salles de cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que cette apparition, elle correspond à une interrogation et à une satisfaction de la part des producteurs de films, de ceux qui avaient inventé le cinématographe, parce qu'on ne savait pas comment mettre en place un système économique de remontée de recettes à partir de la projection de films. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs je l'ai mentionné dans la suggestion cinéphile concernant le mépris, il y avait cette fameuse formule des frères Lumière, le cinéma est une invention qui n'a pas d'avenir, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'avenir économique. Or, le cinématographe est une invention qui s'inscrit dans le cadre de la révolution industrielle et donc du capitalisme triomphant et montant. Bien. Comment gagner de l'argent à partir des projections filmiques? C'était donc l'inquiétude et l'interrogation des frères Lumière, qui pour cette raison avaient dit c'est une invention qui n'a pas d'avenir, le cinématographe. Eh bien, Charles Pathé va y apporter une réponse en disant on va consacrer un lieu spécifiquement dédié à la projection de films, premièrement, et deuxièmement, chaque projection de film va être l'objet d'un prix d'entrée que va acquitter le spectateur. Même s'il veut revoir le même film, il faudra qu'il repaye. Et à partir de là, un système économique s'est mis en place c'est pour le cinéma, qui s'est articulé autour de la collaboration ou de la complémentarité entre trois secteurs d'activité. D'une part, l'exploitation, qui était à la base ou à la source de l'exploitation, c'est-à-dire la gestion des salles de cinéma. D'autre part, la distribution du film. Et enfin, la production. En gros, le mécanisme fonctionnait de la manière suivante. Les salles de cinéma cotisent, ramassent de l'argent qu'elles vont donner aux distributeurs en leur disant « Nous, on voudrait qu'il y ait un film d'action historique ou une histoire d'amour ou une comédie. » Bref, il y a une commande qui commence et les distributeurs prennent l'argent récolté par toutes les salles de cinéma qui s'adressent à lui. Et évidemment, il va tout de suite mettre de côté une marge bénéficiaire pour lui. Et donc, vous voyez que même là, le marché, il fonctionne d'une manière particulière. Et il va aller voir un producteur pour lui dire, voilà, je voudrais une histoire d'amour, ou un film d'action, ou un film de reconstitution historique avec tels acteurs. Il lui donne une somme d'argent. Le producteur prend la somme d'argent et met tout de suite aussi un pourcentage de côté pour assurer sa marge, et après, il s'efforce de trouver un réalisateur, des acteurs, et de produire le film. Et ensuite, les films sont donnés aux salles de cinéma, et les salles de cinéma exploitent le film en essayant de provoquer une remontée de recettes qui soit la plus haute possible. Voilà. Alors, vous voyez que pendant 12 ans, il n'y avait pas de salle, et à partir de 1907, il y a des salles. La deuxième chose qu'il faut dire à propos des salles, c'est que, au départ, elles sont appelées théâtres cinématographiques. Pourquoi? Parce que, avant les salles de cinéma, les films étaient projetés dans trois types d'endroits. D'une part, les cafés-bars, les brasseries, d'autre part, les cirques. Il y avait un chapiteau, avec, à côté du chapiteau de la femme à barbe, par exemple, il y avait un chapiteau où il y avait le cinématographe, et on projetait des films. Et puis le troisième endroit, un peu plus différent encore, c'était les maisons de rendez-vous, et où c'était évidemment des films particuliers qui étaient projetés. Et donc, le cinéma était considéré comme une forme de divertissement un peu vulgaire. Alors, pour attirer le plus possible de public, on a pensé qu'il fallait donner des lettres de noblesse
au spectacle cinématographique. Et c'est la raison pour laquelle les salles de cinéma, on les a appelées théâtres cinématographiques. Par exemple, l'Odyssée, quand ça a ouvert en 1914, ça s'appelait l'UT, Union Theatre. Bon. Et aujourd'hui encore, dans les pays anglo-saxons, on parle de sorties theatrical pour les sorties de films dans les salles de cinéma. Donc le mot théâtre, il est présent et c'était pour faire plus respectable et plus notable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les salles de cinéma ont été évidemment, elles se sont perfectionnées, elles sont devenues de véritables paquebots qui pouvaient accueillir jusqu'à 5000 spectateurs. Vous imaginez ça. Et puis après, on est revenu à des formes un peu plus modestes parce qu'il y a eu quelques incendies qui ont provoqué des dégâts humains énormes. Et donc, les grandes salles, c'était des salles plutôt de 3000, 2500 spectateurs. Mais il y en avait quelques-unes qui faisaient 5000 spectateurs, c'est vrai. Et puis, comme on l'a déjà dit, ces salles de cinéma, avec l'arrivée de la télévision et puis de la voiture, eh bien, elles vont être concurrencées. Et les gens auront, par exemple, les week-ends, plus tendance à prendre la voiture pour aller à la campagne que de prendre la famille pour aller dans une salle de cinéma. Et c'est ainsi qu'il va y avoir un recul des nombres de spectateurs et que ce recul du nombre de spectateurs va obliger ou pousser les salles de cinéma à se diversifier, c'est-à-dire de salles mono-écran à devenir des salles, des complexes cinématographiques et puis au-delà aussi des multiplex cinématographiques à partir du début des années 2000 en gros. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que évidemment à chaque fois, même s'il y a une réduction de la taille des salles de cinéma, il y a le spectacle convivial qui reste et ce regroupement de gens qui sont ensemble pour voir des films et réagir et réfléchir et décliner leurs émotions. Donc ça c'est un point important et ça montre que le cinéma a une fonction de lien social. Alors, aujourd'hui, avec la tempête virale, avec la fermeture des salles de cinéma dont on dit qu'elles devraient peut-être rouvrir début du mois de juillet, ce sont les dernières informations qui circulent, eh bien, de ce point de vue-là, il faut profiter de l'occasion, à quelque chose malheur est bon, de cette catastrophe virale pour repenser et inciter la place et l'importance des salles de cinéma et inciter les gens à revenir. Pour convaincre le public de revenir dans les salles de cinéma, il est clair que ça va prendre du temps et que ça sera lié à l'apparition de traitements éprouvés. On en a déjà parlé. Mais je crois aussi que l'argent public, c'est-à-dire l'État d'un côté et les collectivités territoriales ont un rôle à jouer, notamment les municipalités. Les salles de cinéma, qu'elles soient privées, associatives ou d'arrêt-essai ou à vocation grand public, sont un bien commun qui favorise le lien social. Et donc, il est important que les citoyennes et les citoyens puissent voir des films parce que c'est, au fond, une façon de décliner des réflexions, des émotions en commun et ça rapproche les gens les uns des autres avec des références, même s'ils ont des interprétations différentes ou divergentes des films, mais c'est tout un ensemble de traits d'union, c'est un ciment d'homogénéité, c'est dans ce sens que l'on peut parler de lien social. Eh bien, il me semble que pour inciter les spectateurs, et à la condition que les
cadre de sécurité sanitaire soit efficacement et clairement établi, eh bien, il me semble que les collectivités territoriales, comme l'État, ont un rôle à jouer pour défendre ce bien commun, la persistance et l'activité et l'animation de ce bien commun que sont les salles de cinéma. Lors d'une visioconférence, j'ai eu l'occasion d'émettre l'idée suivante, je la redonne. Pour ce qui concerne les salles de cinéma, quel que soit leur statut, pour favoriser une reprise de l'activité, par exemple, une salle comme l'Odyssée représente moins d'1 € par population habitants de la ville de Strasbourg, 50 cents par habitant de l'Eurométropole. Eh bien, si la ville et l'Eurométropole, ensemble, décidaient de mettre, je dis n'importe quoi, 20 € par habitant, pour pendant 1 an ou 2 ans, pour 2 ans plutôt, parce que ça va prendre du temps, pour aider les salles et les encourager à prendre toutes les initiatives pour faire venir le public, eh bien vous voyez, l'Odyssée aurait 1 € ou 1,5 €, donc si vous avez 20 €, ça fait quand même 18 € et des poussières pour les salles de cinéma de Strasbourg, pour les aider à prendre des initiatives multiples, innovantes. Ça serait une très bonne chose. Et après, de faire en sorte que le système de soutien classique qui existe en France, eh bien, puisse, parallèlement d'ailleurs, continuer à être opérationnel, et puis puisse suffire pour accompagner cette activité renouvelée de la part des salles de cinéma. En attendant, en tout cas, la réouverture, je tiens à dire aussi que nous avons le projet de faire un drive-in, enfin une série de plusieurs drive-in. Ça coûte cher de faire des projecteurs, des projections à l'extérieur, de louer à chaque fois des... Donc c'est pas une affaire qui est rentable, et là aussi nous allons solliciter des aides publiques, enfin de l'argent du contribuable, parce que c'est important dès maintenant de faire la promotion de la valeur du spectacle cinématographique en salle, qui se caractérise par 2 choses. Premièrement, tout se donne à voir en plus grand que dans la vie, bigger than life. Et deuxièmement, tout en restant assis, il y a dans son fauteuil la possibilité, parce que l'écran est très grand et qu'on peut entamer un voyage imaginaire, en étant nez à nez avec des personnages, puis ensuite se retrouvant au sommet d'une colline pour les voir de loin, puis ensuite pour les voir à l'intérieur d'un groupe de plusieurs personnes ou d'un très grand groupe. Alors c'est lié à ce qu'on appelle la taille des plans cinématographiques qui sont utilisés. Il y a ce que les filmologues appellent la dissolution du point de vue du monsieur de l'orchestre. Eh bien, toute chose qu'on ne peut pas connaître quand on regarde les films chez soi, quel que soit le type d'ordinateur. On se lève, on va prendre au frigo une bière ou une boisson ou quelque chose à grignoter. On est tout le temps dans sa position de spectateur qui est parfaitement accroché à son ancrage dans son espace privé particulier, alors qu'au cinéma, on s'oublie, on devient somnambule pour se laisser emporter dans une représentation qui suscite à la fois de l'émotion, de la réflexion et toute une série de sentiments. Donc je pense que c'est important de prendre des initiatives en collaboration avec le Vox de Strasbourg. Nous nous employons, et j'aurai l'occasion de vous en parler, à faire en sorte qu'il puisse y avoir quelques projections de drive-in dans des lieux, des quartiers de Strasbourg, mais aussi en collaboration avec Parcus sur le sommet d'un des parkings de Parcus du centre-ville, en espérant que nous obtiendrons l'autorisation préfectorale et un soutien qui nous permettra de faire en sorte de réaliser une initiative qui ne correspond pour l'instant à aucune demande
et qui n'a pas pour objectif de générer de l'argent, du profit, mais simplement l'habitude de revenir voir des films en grand, pas dans les salles encore, mais dans sa voiture, sur des parkings et des lieux de projection où on peut être à plusieurs voitures, de très nombreuses voitures, une centaine de voitures, tout en étant soi-même, comme on l'est dans une salle de cinéma. J'espère que ce projet se concrétisera et c'est important de voir que parfois il faut sortir de la salle de cinéma pour permettre réouverture et un retour massif, quand les circonstances le permettront, dans les salles de cinéma. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.